Le récit concurrent décrit une hausse de 30% des attaques entre 2020 et 2023, puis un enchaînement, rejet du FMI, nationalisation de l'or et popularité qui se propage chez une jeunesse lassée des tutelles extérieures. En face, les États-Unis resserrent leur partenariat militaire avec la Côte d'Ivoire et envisagent une base de drones à quelques centaines de kilomètres, présentée comme antiterroriste mais interprétée comme surveillance politique. Alors, que promet Ibrahim Traoré et à quel prix? Cette tension redessine déjà les choix de demain. Cette analyse promet une lecture structurée de ce qui se joue derrière les annonces, au-delà des slogans et des réactions immédiates. Elle clarifie d'abord les faits revendiqués par le contenu source, puis distingue ce qui relève de la sécurité, de l'économie et de la symbolique politique. En 25 à 30 minutes, le spectateur comprendra comment une trajectoire nationale peut produire des effets régionaux mesurables et pourquoi ces effets ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. Bénéfice clé, comprendre les enjeux concrets en 10 à 12 minutes. L'enjeu dépasse une figure individuelle. Il concerne la crédibilité des États, la stabilité des alliances et la capacité des sociétés à absorber des chocs successifs. À ce carrefour, Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur plutôt qu'une cause unique, révélant des lignes de fracture déjà présentes. Ce cadre permet d'évaluer les choix disponibles, leurs coûts probables et leurs conséquences indirectes, sans attribuer d'intention non étayée. Une micro-question s'impose alors. Que se passe-t-il lorsque la souveraineté devient un message mobilisateur et la sécurité un argument concurrent? 30% d'attaques supplémentaires en 3 ans. Ce chiffre sert de point d'ancrage au récit concurrent et justifie, dès l'ouverture, une reconfiguration sécuritaire accélérée en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, la montée en visibilité d'Ibrahim Traoré est présentée comme un facteur déclencheur, mais aussi comme un révélateur d'évolution plus profonde. La mini-révélation tient ici à l'enchaînement. La hausse des violences est mise en parallèle avec un durcissement politique, puis avec une réponse militaire externe, comme si ces phénomènes formaient une seule chaîne causale. Le contexte mérite d'être resserré. Le Burkina Faso sort de plusieurs années d'instabilité, marquées par des coups d'État successifs et une pression sécuritaire persistante dans le Sahel. Le discours attribué à Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette fatigue collective, rejet des accords jugés contraignants, mise à distance des institutions financières internationales, et affirmation d'une souveraineté économique à travers la nationalisation de ressources clés. Ce positionnement est décrit comme ayant trouvé un écho particulier auprès des jeunes, souvent cités comme moteur du soutien populaire. En parallèle, le contenu source souligne une inquiétude occidentale croissante. Les États-Unis, déjà engagés dans la lutte antiterroriste régionale, sont présentés comme réévaluant leurs priorités, notamment via un renforcement de leur coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Cette proximité géographique devient un élément narratif central. Elle transforme une décision logistique en signal politique. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un acteur isolé que comme un point de convergence entre dynamiques locales, régionales et internationales. Ce cadrage pose une question implicite. Observe-t-on une simple adaptation sécuritaire face à des menaces mesurables, ou l'amorce d'un réalignement géopolitique plus large où chaque décision nationale produit des répercussions au-delà de ses frontières? Le récit s'appuie ensuite sur des figures et des situations concrètes pour rendre visibles des effets immédiats. Dans le Burkina Faso, décrit par le contenu source, Ibrahim Traoré sert de personnage guide, non comme héros isolé, mais comme incarnation d'une rupture politique perçue. Son image circule dans l'espace public associée déjà à des discours sur la dignité nationale
et la reprise de contrôle des ressources, ce qui permet de relier des décisions institutionnelles à des perceptions quotidiennes. Un premier impact précoce est présenté à travers la jeunesse urbaine. Les propos attribués à de jeunes soutiens évoquent un sentiment de réappropriation symbolique nourri par le rejet des anciennes puissances coloniales et des mécanismes financiers internationaux. Ce soutien est décrit comme émotionnel autant que politique, créant une dynamique d'adhésion rapide mais aussi fragile. Un second cas concerne les acteurs économiques locaux, confrontés à l'incertitude. La nationalisation annoncée de ressources minières est perçue à la fois comme une promesse de revenus accrus et comme un risque de retrait d'investissements étrangers. Ces effets précoces s'étendent au-delà des frontières. Dans les pays voisins du Sahel, le discours relayé suggère une observation attentive, voire une forme d'identification. L'exemple burkinabé est présenté comme un test, dont l'issue pourrait encourager ou dissuader des trajectoires similaires. À ce stade, l'impact n'est pas encore mesurable en chiffres stables, mais il est perceptible dans les réactions politiques et médiatiques. Le "so what" s'impose alors clairement. Une décision nationale, lorsqu'elle devient un symbole régional, peut-elle rester contenue sans provoquer de réajustement extérieur majeur? Le contenu source structure la séquence autour d'un basculement initial, suivi d'une montée rapide des tensions, puis de répercussions en chaîne. Le déclencheur est décrit comme un choix politique clair, le refus de se conformer aux cadres économiques et sécuritaires portés par les partenaires occidentaux. Cette décision est associée à l'arrivée d'Ibrahim Traoré au centre du pouvoir et présentée comme un signal de rupture adressé autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Dès ce moment, la narration insiste sur la vitesse. En peu de temps, des orientations longtemps débattues deviennent des actes publics amplifiant leur portée symbolique. La montée s'articule autour de plusieurs jalons rapprochés. D'abord, la mise à distance des institutions financières internationales est évoquée comme un geste fondateur, censé libérer une marge de manœuvre nationale. Ensuite, la nationalisation de ressources minières, en particulier l'or, est présentée comme une traduction concrète de cette souveraineté revendiquée. Ces annonces sont accompagnées, selon le récit, d'un accroissement de la popularité du pouvoir auprès d'une partie de la population, notamment les jeunes, qui voient dans ces décisions une correction d'injustices perçues. En parallèle, le contexte sécuritaire se dégrade. La hausse des attaques dans le Sahel sert de toile de fond constante reliant politique intérieure et menaces extérieures. Le point de tension maximal survient avec l'évocation d'une tentative d'assassinat et de coup d'État manqué. L'événement décrit comme attribué à des acteurs étrangers selon des sources régionales marque un tournant narratif. Il transforme une trajectoire politique en combat pour la survie et renforce l'image d'un pouvoir assiégé. L'échec de cette tentative est présenté comme un catalyseur. Loin d'affaiblir Ibrahim Traoré, il consolide son soutien et élargit sa portée symbolique au-delà du Burkina Faso. Le récit suggère alors un effet de contagion idéologique, où la résistance devient un récit partagé. Les répercussions s'étendent rapidement au niveau régional et international. Face à cette dynamique, les États-Unis sont décrits comme réévaluant leur posture, notamment par un renforcement de leur coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. L'annonce d'un projet de base de drones apparaît comme une réponse indirecte mais lourde de sens, interprétée tantôt comme une mesure antiterroriste, tantôt comme un instrument de surveillance politique. Cette décision entraîne à son tour des réactions, montée du sentiment anti-occidental, interrogation sur l'alignement des États voisins et débat sur le risque d'escalade. Ainsi, la ligne des événements trace un arc clair. Une décision nationale
déclenche une série d'actions et de contractions, chacune amplifiant la suivante. Le récit ne décrit pas une crise isolée, mais une dynamique cumulative, où chaque étape renforce la perception d'un affrontement structurel entre souveraineté revendiquée et stratégie d'influence établie. Le point de départ chiffré est posé sans détour. Entre 2020 et 2023, la région du Sahel aurait connu une augmentation d'environ 30% des attaques armées selon les rapports cités par le contenu source. Ce baseline sécuritaire sert de justification centrale à l'ensemble des décisions évoquées ensuite, qu'elles soient nationales ou internationales. La variation n'est pas présentée comme une simple fluctuation, mais comme un saut qualitatif suffisant pour modifier des doctrines et accélérer des choix longtemps différés. Autrement dit, la dégradation mesurée crée une pression politique immédiate. Un second indicateur concerne l'économie des ressources. Le récit avance que la nationalisation de l'or au Burkina Faso aurait entraîné une hausse d'environ 15% des revenus miniers en essai. Par exemple, le chiffre est mobilisé comme un delta positif destiné à démontrer qu'un changement de gouvernance peut produire des gains rapides. L'explication associée reste prudente. Cette augmentation est attribuée à un contrôle accru de l'exploitation et à une réorientation des flux financiers, sans prétendre qu'elle compense l'ensemble des risques macroéconomiques. Le nombre sert surtout à étayer l'idée d'un bénéfice tangible à court terme. Un troisième ensemble de données touche à la présence militaire étrangère. Le contenu évoque une intensification mesurable des opérations et des infrastructures américaines en Côte d'Ivoire, décrites comme progressives mais continues. Même en l'absence de volume précis de troupes ou de budget détaillé, l'argument repose sur la comparaison temporelle. Une présence limitée auparavant, puis un renforcement présenté comme réponse directe à l'instabilité régionale et à la montée en influence d'Ibrahim Traoré. La mise en place annoncée d'une base de drones constitue ici le marqueur principal de ce changement d'échelle. Ces chiffres, pris ensemble, forment un triangle narratif. La hausse des attaques explique le besoin de sécurité, l'augmentation des revenus miniers alimente le discours de souveraineté et le renforcement militaire extérieur illustre la réaction des puissances établies. Chaque nombre est accompagné d'une interprétation qui en limite la portée tout en soulignant son rôle symbolique. Le récit n'affirme pas que ces données suffisent à prouver une réussite ou un échec définitif, mais qu'elles orientent les perceptions et justifient des décisions rapides. Enfin, l'usage même de ces preuves quantitatives mérite attention. Elles sont sélectionnées pour être compréhensibles et comparables, plutôt que exhaustives. Le 30% sécuritaire parle de menaces, le 15% économique parle d'espoir, et la montée en puissance militaire parle de réaction. Ensemble, elles encadrent la figure d'Ibrahim Traoré comme un acteur situé au croisement de tendances mesurables, dont les choix sont à la fois cause et conséquence de ces variations observées. Pour comprendre la solidité du débat, le contenu source présente d'abord les arguments occidentaux dans leur version la plus robuste. Le premier repose sur la sécurité. Selon cette lecture, l'augmentation documentée des attaques dans le Sahel crée une menace transnationale qui dépasse les capacités individuelles des États concernés. Le renforcement militaire américain en Côte d'Ivoire, y compris le projet de base de drones, serait alors une réponse pragmatique destinée à surveiller, prévenir et contenir des groupes armés capables de déstabiliser toute la région. Dans cette logique, l'objectif affiché n'est pas l'ingérence politique, mais la prévention d'un effondrement sécuritaire aux effets globaux. Le second argument met en avant la stabilité économique. Les partisans de cette approche soutiennent que la présence occidentale protège des chaînes d'approvisionnement essentielles, notamment dans le secteur minier,
et garantit un minimum de prévisibilité pour les investisseurs. Sans ces garanties, affirme-t-il, les économies locales risqueraient une contraction rapide, aggravant chômage et insécurité. Le partenariat avec un pays considéré comme stable, tel que la Côte d'Ivoire, est présenté comme un choix rationnel visant à ancrer cette stabilité dans un environnement régional instable. Ces deux arguments forment un ensemble cohérent. Sécurité et économie seraient indissociables, et toute remise en cause brutale des cadres existants créerait plus de risques que de solutions. Dans cette perspective, la posture de rupture associée à Ibrahim Traoré est interprétée comme émotionnellement mobilisatrice, mais stratégiquement périlleuse à moyen terme. Le récit concurrent propose toutefois une réponse structurée à cette vision. Il souligne d'abord que la sécurité invoquée ne s'est pas traduite historiquement par une réduction durable des violences, malgré des années de coopération militaire. La hausse récente des attaques est utilisée pour questionner l'efficacité des dispositifs antérieurs. Ensuite, sur le plan économique, la nationalisation des ressources est présentée comme une tentative de corriger un déséquilibre perçu, où les bénéfices échappaient largement aux économies locales. Le retrait ou la réduction d'investissements occidentaux est reconnu comme un coût réel mais comparé à un gain de contrôle stratégique. Ainsi, le Stillman révèle un cœur du désaccord. Il ne porte pas sur l'existence des risques, mais sur la hiérarchie des priorités. Stabilité immédiate sous cadre externe ou souveraineté assumée avec incertitude. Cette divergence explique pourquoi la figure d'Ibrahim Traoré cristallise autant d'adhésion que d'inquiétude, sans qu'aucune lecture ne puisse être écartée d'un revers de main. À mi-parcours, le récit concurrent opère un renversement discret mais décisif. La question n'est plus seulement de savoir qui contrôle les armes ou les ressources, mais qui façonne le sens des événements. À ce stade, la base de drones en Côte d'Ivoire cesse d'être décrite comme une infrastructure technique et devient un symbole lisible par les opinions publiques régionales. Elle concentre des peurs anciennes, des mémoires coloniales et des soupçons d'ingérence, indépendamment de ses fonctions opérationnelles réelles. Ce déplacement du regard modifie la lecture de l'ascension d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement présenté comme un dirigeant prenant des décisions controversées, mais comme un point de référence autour duquel se réorganisent les récits concurrents. D'un côté, un discours de stabilisation appuyé sur la lutte contre le terrorisme et la continuité des alliances. De l'autre, un discours d'émancipation qui interprète chaque renforcement militaire étranger comme la preuve d'une domination persistante. La révélation médiane tient dans cette friction narrative. Les mêmes faits, chiffres et annonces produisent des interprétations opposées selon le cadre adopté. Cette divergence explique pourquoi des mesures pensées comme dissuasives peuvent en pratique nourrir le sentiment de défiance. Elle éclaire aussi la rapidité avec laquelle des décisions techniques acquièrent une portée politique élargie. À partir de ce point, le débat ne porte plus seulement sur l'efficacité ou les risques, mais sur la capacité de chaque acteur à imposer son interprétation comme légitime. Ce glissement prépare les conséquences concrètes observables sur le terrain, là où les récits deviennent des comportements. Pour les États, les effets décrits sont d'abord diplomatiques et stratégiques. Le Burkina Faso, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, est présenté comme adoptant une posture plus affirmée, acceptant une marge d'isolement relative en échange d'une autonomie décisionnelle accrue. Cette orientation entraîne des réajustements immédiats, refroidissement de certaines relations occidentales, recherche d'alliances alternatives et repositionnement au sein des équilibres régionaux. Pour les pays voisins, la conséquence est une pression implicite, rester aligné sur les cadres existants ou envisager des trajectoires plus autonomes
avec les coûts politiques associés. À l'échelle régionale, cette divergence complique la coordination sécuritaire, chaque État évaluant ses intérêts à court terme face à une instabilité persistante. Pour les entreprises, notamment dans le secteur minier, les répercussions sont décrites comme rapides et contrastées. Les sociétés occidentales opérant au Burkina Faso réduisent ou reconsidèrent leurs investissements, invoquant l'incertitude réglementaire et politique. Cette contraction est interprétée comme une perte de capital et de savoir-faire à court terme. En parallèle, le récit évoque l'arrivée ou l'intérêt accru d'acteurs non occidentaux, prêts à accepter des conditions différentes en échange d'un accès aux ressources. Le résultat n'est pas présenté comme un gain net immédiat, mais comme un déplacement des partenaires et des dépendances, modifiant la structure de risque pour l'économie nationale. Pour les populations, les conséquences sont plus ambivalentes. D'un côté, le discours de souveraineté et les décisions symboliques renforcent un sentiment de fierté et d'appropriation, particulièrement chez les jeunes urbains, souvent cités comme base de soutien. De l'autre, les incertitudes économiques et sécuritaires pèsent sur le quotidien. Inflation potentielle, ralentissement de certains projets et persistance de la menace armée dans plusieurs zones. Le récit souligne que ces effets ne sont pas uniformes et que l'adhésion idéologique peut coexister avec des difficultés matérielles concrètes, créant une tension durable entre attente et réalité. Pour la région, enfin, l'impact dépasse les frontières nationales. La base de drones en Côte d'Ivoire est décrite comme un facteur de recomposition sécuritaire susceptible de renforcer la surveillance, mais aussi de cristalliser les ressentiments. Les États du Sahel observent attentivement cette évolution, certains y voyant une garantie de stabilité, d'autres un signal d'ingérence accrue. Cette divergence nourrit un climat d'incertitude stratégique où chaque décision locale est interprétée à travers un prisme régional. Dans ce contexte, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit comme un test grandeur nature. Elle influence non seulement les politiques, mais aussi les imaginaires collectifs, conditionnant la manière dont les sociétés perçoivent l'avenir de la coopération et de la souveraineté en Afrique de l'Ouest. Le scénario de base repose sur un maintien tendu du statu quo. Dans cette hypothèse, les États-Unis et leurs partenaires consolident leur présence sécuritaire en Côte d'Ivoire en présentant la base de drones comme un outil de surveillance et de coordination antiterroriste. Les tensions restent élevées, mais sans franchir le seuil d'une confrontation directe. Le Burkina Faso poursuit ses réformes annoncées, tandis que les relations avec l'Occident demeurent fonctionnelles mais froides. L'économie régionale progresse lentement, freinée par l'incertitude, et les acteurs ajustent leur stratégie sans rupture brutale. Le scénario optimiste envisage un réalignement régional plus cohérent. Ici, la dynamique impulsée par Ibrahim Traoré trouve un écho politique structuré chez certains voisins, ouvrant la voie à une coopération accrue entre pays du Sahel. Cette coordination réduit les frictions internes et permet de négocier avec les puissances extérieures à partir d'une position plus collective. Les alliances se diversifient, les investissements se redéploient progressivement et la sécurité bénéficie d'une meilleure articulation entre acteurs locaux. Ce scénario suppose une capacité à canaliser la mobilisation populaire vers des institutions stables, condition essentielle pour éviter l'escalade. Le scénario pessimiste anticipe une montée des confrontations. Dans ce cas, la présence militaire étrangère s'intensifie, alimentant un sentiment anti-occidental plus marqué. Les tensions politiques se transforment en incidents sécuritaires plus fréquents, avec des conséquences humanitaires lourdes dans plusieurs zones du Sahel.
Les économies locales subissent un choc entre retrait d'investissement et perturbations logistiques. La polarisation régionale s'accentue, rendant toute médiation plus difficile. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils soulignent une constante. Les choix effectués aujourd'hui, qu'ils soient sécuritaires, économiques ou symboliques, façonnent des trajectoires difficiles à inverser. Penser en termes conditionnels permet d'identifier les leviers d'apaisement et les points de bascule plutôt que de figer le débat dans une opposition binaire. À ce stade, le récit se rapproche du spectateur en traduisant les dynamiques géopolitiques en implications plus personnelles et compréhensibles. Même sans lien direct avec le Sahel, les choix décrits influencent des chaînes d'événements globales. Sécurité, flux économiques et récits politiques circulent bien au-delà de leur point d'origine. Comprendre la trajectoire associée à Ibrahim Traoré, c'est saisir comment des décisions prises dans un État peuvent résonner à l'échelle internationale, affectant prix des matières premières, priorités diplomatiques et perception médiatique. Pour un premier groupe de spectateurs attentifs aux questions économiques, l'enjeu réside dans la volatilité. Les ajustements dans le secteur minier africain, qu'ils soient perçus comme des opportunités ou des risques, peuvent influer sur les marchés et sur la stabilité de partenariats à long terme. Pour d'autres, sensibles aux enjeux de sécurité, la question est celle de l'efficacité. La multiplication des bases et des opérations améliore-t-elle réellement la protection ou déplace-t-elle simplement les menaces? Ces interrogations ne sont pas abstraites car elles orientent les budgets publics et les priorités politiques dans de nombreux pays. Un troisième angle concerne la dimension narrative. Les figures comme Ibrahim Traoré deviennent des symboles circulant dans l'espace numérique mondial, nourrissant débats, adhésions et rejets. Le spectateur est exposé à ces récits, parfois sans en connaître les ressorts. Prendre le temps de les analyser permet de distinguer faits, interprétations et projections. Deux pistes simples émergent alors. Vérifier les sources avant de relayer une information et observer comment les mêmes données produisent des lectures opposées selon le cadre choisi. Cette vigilance critique constitue en soi une réponse active à la complexité du monde décrit. Le contenu source esquisse plusieurs pistes présentées, non comme des certitudes, mais comme des leviers d'action graduels. La première concerne la coordination régionale. Plutôt que des réponses strictement nationales, il est suggéré que les États du Sahel gagnent en capacité de négociation lorsqu'ils définissent des positions communes, notamment sur la sécurité et les ressources. Cette approche vise à réduire les asymétries de pouvoir et à éviter que chaque pays ne devienne un cas isolé, plus vulnérable aux pressions extérieures. La deuxième piste porte sur la diversification des partenariats. Le récit insiste sur l'idée que rompre une dépendance ne signifie pas en créer une autre. En élargissant le spectre des alliances, qu'elles soient économiques ou sécuritaires, les États cherchent à équilibrer leurs relations et à accroître leurs marges de manœuvre. Dans ce cadre, la stratégie associée à Ibrahim Traoré est décrite comme une tentative de rééquilibrage plutôt que de fermeture, même si cette transition comporte des coûts d'adaptation à court terme. Un troisième axe concerne la gouvernance interne. La crédibilité des choix souverains dépend de leur traduction concrète pour les populations. Le récit souligne l'importance de mécanismes de transparence, de redistribution et d'évaluation des politiques publiques. Sans résultat perceptible sur l'emploi, les services ou la sécurité quotidienne, le soutien populaire risque de s'éroder, transformant un capital symbolique en fragilité politique. Enfin, une dimension souvent moins visible est évoquée, la gestion des perceptions. Les décisions techniques, qu'il s'agisse de bases militaires ou de nationalisation, produisent des effets narratifs puissants.
anticiper ses effets, communiquer de manière cohérente et reconnaître les inquiétudes permet de limiter les malentendus et les escalades. Ces pistes ne garantissent pas le succès. Elles dessinent cependant un chemin où les choix sont évalués, ajustés et mesurés dans le temps. La question reste ouverte. Quelles combinaisons d'actions permettront de concilier souveraineté revendiquée, stabilité régionale et attentes sociales dans un contexte aussi contraint? Le récit revient au motif esquissé plus tôt, une figure devenue repère dans un paysage instable. À travers les rues évoquées, les débats économiques et les décisions sécuritaires, l'image d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme un point de fixation émotionnelle. Il incarne, pour ses partisans, une possibilité de redressement et de dignité retrouvée. Pour ses critiques, un pari risqué aux conséquences difficiles à maîtriser. Cette dualité explique la force de l'adhésion comme l'intensité des craintes. Ce qui frappe dans le fil conducteur du contenu source n'est pas seulement la succession d'événements, mais la charge symbolique qu'il transporte. Chaque annonce, chaque réaction extérieure, chaque chiffre devient un signe interprété bien au-delà de son effet immédiat. Dans ce contexte, la trajectoire d'Ibrahim Traoré dépasse le cadre d'un leadership individuel. Elle agit comme un miroir des aspirations et des frustrations accumulées dans la région. Le rappel du motif initial met en lumière une constante. La quête de souveraineté n'est pas abstraite. Elle se traduit par des choix concrets, porteurs d'espoir et de coûts réels. Elle expose aussi les sociétés à des tensions prolongées où l'enthousiasme peut côtoyer l'inquiétude. Cette ambivalence nourrit la puissance du récit, mais en constitue aussi la fragilité. Une phrase s'impose alors comme point d'ancrage. La souveraineté mobilise, mais elle oblige. Elle oblige à transformer le symbole en résultat et l'élan collectif en trajectoire durable. C'est à cette condition que l'histoire racontée pourra dépasser l'émotion du moment pour s'inscrire dans le temps long. La trajectoire décrite ne se referme pas sur une conclusion définitive, mais sur une invitation à la réflexion collective. Les dynamiques autour du Burkina Faso, de la sécurité régionale et des choix de souveraineté montrent à quel point les équilibres contemporains sont fragiles et interdépendants. Ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, tel que présenté dans le contenu source, n'est ni un récit local isolé, ni une simple confrontation idéologique. C'est un laboratoire où se testent des réponses à des problèmes partagés par de nombreuses sociétés. Pour le public, l'enjeu n'est pas de prendre parti de manière réflexe, mais de suivre l'évolution des faits, d'en comprendre les ressorts et d'observer comment les discours se transforment en politique concrète. S'informer régulièrement, comparer les analyses et rester attentif aux effets humains des décisions géopolitiques permet d'éviter une lecture simpliste d'une situation complexe. Ce récit rappelle aussi le rôle des communautés d'information. Les échanges, les commentaires et les discussions argumentées contribuent à enrichir la compréhension collective loin des slogans. La question demeure ouverte et mérite d'être posée calmement. Face à ces transformations rapides en Afrique de l'Ouest, quel type de stabilité, de coopération et de souveraineté souhaitons-nous réellement encourager à l'avenir?